Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire qui va être dédié aux bonnes pratiques pour réussir son développement aux États-Unis. Alors, le webinaire va durer à peu près 1 heure. Après une brève introduction, je passerai rapidement la main à nos intervenants qui pourront comme ça vous détailler les bonnes pratiques pour justement réussir dans son développement sur le territoire américain. Il y aura à la fois des témoignages des structures qui sont en mesure de vous accompagner et des témoignages d'entreprises qui ont pu bénéficier de cet accompagnement. Allez, très rapidement, donc je me présente, Thomas Colombo, je suis le directeur adjoint du pôle Alpha RLH, particulièrement en charge dans le pôle de toute la partie grande internationale. Alors, vous le savez, le pôle Alpha RLH est un pôle de compétitivité qui accompagne à peu près 280 membres, plutôt centré sur des problématiques technologiques liées à la photonique et l'électronique. Alors, ce programme d'accompagnement que nous avons à l'international, il est aidé, et je le remercie à nouveau, par la région Nouvelle-Aquitaine, mais bien entendu, nous sommes en capacité d'accompagner des entreprises, notamment de tout le territoire français. Euh, Dans cette période qui est un peu inédite, vous le savez, et qui ne facilite pas les déplacements, le pôle a pu rester très actif sur la scène internationale parce que notre stratégie a été, dès le début, de marcher main dans la main avec des représentations sur les différents territoires. Donc en fait, nous avons au niveau du pôle Alpha RLH un délégué qui est présent pour la partie Chine et qui assure la représentation du pôle et l'accompagnement de ses membres sur le territoire chinois. Nous sommes en train de développer le même type de représentation sur la sphère Japon. Et pour les US, nous avons un partenariat depuis 2015 avec Xavier et Marie, qui maintenant œuvrent au sein de Big Bang Factory, qu'ils ont créé. Et c'est avec Big Bang Factory que nous développons notre mission US. Alors la mission US, elle permet chaque année d'accompagner quelques entreprises, plutôt 5-6, pour démarrer dans leur approche du marché US. Là, donc, l'enjeu sera, pour ceux qui sont intéressés, de construire plutôt le programme d'accompagnement 2021. Bon, je vais passer la parole à Marie, mais avant ça, d'un point de vue pratique, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Je les centraliserai et en fin de webinaire, on prendra le temps de les analyser, de répondre à la plupart des questions. Voilà, je passe la parole donc à Marie. Merci Thomas, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous sur ce webinaire pour partager avec vous les bonnes pratiques sur le marché américain. Donc, je suis Marie Biolonnet avec Xavier Vartel. Donc, nous avons cofondé Big Bang Factory. Et Big Bang Factory, c'est un accélérateur de croissance pour les sociétés françaises qui veulent se développer aux États-Unis. Donc, nous, notre modèle, c'est vraiment de devenir l'extension de votre équipe aux États-Unis et de vous aider dans toutes les étapes de votre développement, à savoir en amont sur la définition de la stratégie pour accéder au marché américain, plus en aval, développer tous les outils marketing nécessaires qui vont vous permettre de réussir votre commercialisation. Et puis, en aval, réaliser la commercialisation pour vous et avec vous sur le marché américain, sachant que nous sommes basés à San Francisco, à New York et à Boston. Voilà, pour ma part, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement international d'entreprises. Ma spécialité, c'est la vente B2B, voire enterprise. Et ce que j'aime, c'est vraiment passer de 1 million à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est mon sweet spot en bon français. Et voilà, je vous présente Xavier. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc moi c'est Xavier, donc basé à San Francisco, c'est moi. En fait ça fait 25 ans que je suis en Silicon Valley. J'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai lancé 6 startups, j'en ai vendu 4. Je suis d'ailleurs en train d'en lancer une nouvelle, donc ça va bientôt faire 7. Et en fait je vais commencer par vous parler des principales erreurs à ne pas connaître quand on vient aux États-Unis. Alors je peux en parler avec légitimité puisque je les ai toutes faites finalement. Donc premier point, comme vous le savez, venir aux États-Unis c'est difficile, ça peut être coûteux, ça peut être risqué, et en fait il faut éviter un piège qui est de partir dans toutes les directions, ce qu'on appelle ici going 360. Pourquoi ? Parce que on va en fait
se faisant courir après différents lièvres. Et alors qu'il vaut mieux en fait s'investir dans une seule direction. Il faut en fait concentrer ces investissements marketing, ces investissements en termes de produits, en termes de vente, en termes de support, sur une seule cible. Alors le problème pour suivre cette règle d'or, c'est bien sûr de déterminer quelle est la bonne cible. Et là, c'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément d'ailleurs le plus gros marché. Je pense qu'on peut dire, ce qu'il faut essayer d'identifier, c'est en fait le marché, le segment sur lequel on est à la fois le plus pertinent vis-à-vis de ses clients et sur lequel on a le moins de compétition. Et la règle, en fait, c'est de devenir le leader sur ce marché, d'avoir des succès sur ce segment-là, et puis ensuite on peut se développer à partir de ces références dans d'autres marchés. Ensuite, deuxième erreur, en fait, c'est un peu un réflexe naturel. On s'est développé en France, on a ouvert un bureau en Allemagne, par exemple, on a recruté un commercial en Allemagne, et de se dire on va faire en fait la même chose aux États-Unis. On va ouvrir un bureau commercial aux États-Unis. Alors généralement ça se passe assez mal, et là je pense qu'il faut revenir en fait à la personnalité des vendeurs américains comparé, on va dire, aux vendeurs français ou aux vendeurs européens. Un vendeur français, typiquement, c'est quelqu'un de très polyvalent. Il est capable de faire des ventes, bien sûr, mais aussi de faire, on va dire, du business development, travailler avec des partenaires. Il va être capable de travailler sur la stratégie. Il va être capable de recueillir du feedback de la part de vos clients. Il va être capable de faire du marketing. Il va être capable de faire même du support. Un vendeur américain, lui, va être en fait très spécialisé. Il va faire une chose, c'est go get it. Il va vendre. Et il faut que tous les éléments préalables à cette vente, la stratégie, le marketing, soient déjà définis. Et en général, vous n'allez pas commencer par ça. Vous allez d'abord définir votre stratégie, l'affiner avant de scaler. Et donc, il est recommandé de pas commencer directement par l'embauche d'un vendeur, on va dire 100% américain. Troisième point, c'est en termes de marketing, justement. Une erreur classique, c'est de se dire, on a défini un marketing, il marche bien en France, en Europe, on va le dupliquer aux États-Unis. Et là encore, il y a des différences culturelles. Typiquement, un marketing français, il va être plus technique. Et souvent, il est plus long d'ailleurs. Alors qu'un marketing américain, on va faire moins appel à la technique, mais plus à une histoire de client, où un client va raconter en quoi cette technologie lui apporte des avantages, ce qu'on appelle les benefits. Et donc, c'est aussi moins long. Comme on dit ici, right to the point. Et donc, vous voyez, c'est un des points sur lesquels il faut travailler parce que le marketing ici a toute son importance, vu la taille du pays, vu la façon dont on va communiquer, vu la compétition. C'est un point sur lequel il faut s'investir. Autre point, c'est quand on vient au point de livrer un client un produit, livrer un produit à un client, pardon. Et là, il faut éviter le piège absolu, c'est de se planter, quoi. Et surtout les premiers. Les premiers clients, ça va être vos clients de référence. Il faut en faire des avocats. Et là, il faut être extrêmement attentif, en fait, à toute la chaîne qui va correspondre à l'expérience client. Et donc, ça va d'ailleurs pas simplement à la livraison du produit, ça va à des premiers contacts avec ce client, à la façon dont on va communiquer avec lui, les emails qu'on va échanger, les propositions qu'on va envoyer, les interactions, la fourniture du produit, le support qu'on va fournir. Et là, il faut être extrêmement attentif. Et je parle en connaissance de cause, puisque le fait de vendre à partir de France va compliquer les choses, avec le décalage horaire, la distance, etc. Et donc, en fait, quand on pose la question des Américains,
pour le fait de travailler avec des sociétés françaises, leur première source d'inquiétude, c'est souvent le support. Ils vont vous dire, oh là, France, est-ce que je vais être suffisamment bien supporté? Enfin, dernière erreur que tout le monde commet, et je suis passé par là et je dois encore le faire, c'est d'embaucher les mauvaises personnes. Et là aussi, il y a quelque chose, je pense, de très culturel. On a cette culture en France qui est très j'embauche des salariés, souvent des CDI, ils sont en interne, ce sont mes gens. Alors qu'aux États-Unis, on n'est pas dans ce type de culture. On a une culture qui est beaucoup plus ouverte. D'abord, il n'y a pas de CDI, ça n'existe pas. On fait appel à beaucoup plus de flexibilité. Et donc, par exemple, on peut prendre des consultants et voir si ça marche au bout d'un ou 2 mois et arrêter si on n'a pas des résultats. Et ce que j'ai vu, typiquement, c'est un peu 2 extrêmes. On peut se dire, on va prendre en fait un CEO, une superstar. Et j'ai vu des exemples où on a embauché la star et cette star, elle dépensait une fortune, vraiment une fortune, et on n'arrivait pas à des résultats. Et à l'autre opposé, en fait, partir avec très peu de moyens et partir, par exemple, simplement avec un VIE pour développer les États-Unis. Et donc, la règle là, en fait, c'est d'abord de changer un peu sa perspective et de se dire d'être très flexible et notamment d'utiliser et d'essayer en fait des tas de ressources. Il faut constituer en fait une équipe pour réussir. Donc voilà, c'était les cinq erreurs à éviter aux États-Unis. La suite en fait du webinaire va se conduire en plusieurs phases. La première phase en fait, quand vous venez aux États-Unis, c'est de faire d'abord en fait une go-to-market. Alors qu'est-ce que c'est une go-to-market? C'est comprendre en fait quelle est sa meilleure stratégie pour se développer aux États-Unis. Le deuxième point qui va être le deuxième point le plus important, et on va en parler, c'est de gagner ses premiers clients de référence, faire une customer validation. Et puis le troisième point, une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à mettre en place vos opérations, c'est-à-dire créer une filiale, mettre en place toute l'infrastructure administrative, embaucher des gens pour commencer véritablement à vous déployer aux États-Unis. Et je repasse la parole à Marie. Merci Xavier. Donc effectivement, on arrive dans la première phase qui est la go-to-market. Donc la go-to-market, comme le disait Xavier, c'est savoir quel produit je vais lancer, sur quel marché et comment. Donc la première des choses à faire, c'est devenir le gros poisson dans le petit bocal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir un segment de marché suffisamment étroit pour que sans faire beaucoup d'efforts commerciaux et marketing, vous puissiez assez rapidement devenir un leader sur ce marché. Donc, ce marché que vous allez choisir, c'est celui pour lequel les entreprises ont le profil idéal pour votre produit. Alors, comment on identifie ce profil idéal et ce segment de marché? Xavier en a parlé un petit peu. La question la plus importante, c'est est-ce que vous répondez à un besoin important de ces entreprises? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un must-have, quelque chose dont elles ont absolument besoin, soit pour développer leur chiffre d'affaires, soit pour se différencier de leurs concurrents, pour baisser de manière significative leurs coûts. Voilà, il faut vraiment que vous vous posiez ces questions-là pour comprendre si vous êtes compétitif sur ce marché-là. Et ensuite, il y a toute une autre série de critères qui est-ce que ce marché-là est attractif pour vous pour des raisons diverses et variées, peut-être parce que c'est un marché qui est plus prône à acheter de l'innovation, un marché qui est plus ouvert à acheter à des entreprises qui ne seraient pas américaines. Voilà, vous définissez toute une série de critères et en fonction de ces critères, vous choisissez le segment de marché le plus important. Et c'est ce dont Gaëlle va nous parler tout à l'heure dans son témoignage. Une fois que vous connaissez le segment de marché, sur ce marché-là, il faut que vous réfléchissiez à qui est votre acheteur. Est-ce que, donc vous êtes tous là sur ce webinaire en B2B, vous pouvez éventuellement travailler avec des grosses entreprises ou bien des grosses universités. Et ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que votre acheteur, ça va être quelqu'un qui fait partie de la direction de l'entreprise, ce qu'on appelle la C-suite aux États-Unis, auquel cas il faut lui parler de vision, de stratégie, il faut avoir un message de thought leadership.
ou est-ce que vous vous adressez plus à un utilisateur qui, lui, va être vraiment intéressé plus par les fonctionnalités techniques de votre produit. Donc, ayez bien ça en tête pour vraiment adapter votre message à votre cible. Une fois que vous connaissez ça, bien sûr, il faut faire une analyse compétitive. Quand on parle d'analyse compétitive, on essaye d'être le plus large possible. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez par rapport aux problèmes que vous résolvez chez vos clients. Quelles sont toutes les autres alternatives qui existent pour votre client? Et quand vous avez identifié toutes les alternatives, il faut analyser de manière très réaliste et actionnable quels sont vos avantages compétitifs par rapport à ces alternatives. Une fois que vous avez une vision claire de votre avantage compétitif, vous pouvez arriver à votre proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intersection entre le cercle bleu et le cercle jaune. C'est votre valeur unique ici. Donc, ça veut dire, c'est ce que votre solution amène de manière différenciée par rapport à vos concurrents pour répondre à la problématique de vos clients. Donc, je vous conseille réellement de faire cet exercice, de remplir ce qu'il y a entre crochets. Et une fois que, et vous allez voir, c'est pas facile, mais une fois que vous avez réussi à avoir une vision claire là-dessus, vous êtes prêt à développer tous vos supports marketing. Vous avez votre proposition de valeur, vous pouvez la développer en message marketing que vous pouvez mettre sur votre site internet. Vous êtes capable de développer une stratégie de content marketing parce que vous savez quelle est la problématique de vos clients et donc vous savez le type de contenu qu'il faut que vous rédigiez pour les attirer sur votre site internet. Vous connaissez votre cible, donc a priori vous savez comment l'adresser. Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur des réseaux de chercheurs? Et donc à partir de cela, vous êtes capable de développer un marketing efficace. Donc, je passe la main à Gaëlle, qui va vous parler plus précisément du travail qu'Ecoop a fait pour préparer sa stratégie sur le marché américain. Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis donc Gaël Patton, cofondateur de Ecoop. Ecoop est une entreprise que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, on est 17 salariés et donc on s'intéresse à la détection de radioactivité, à la protection des personnels et de l'environnement, à la fois dans le secteur de la santé, pour les radios, les scanners, la médecine nucléaire, etc., et dans le nucléaire, qui utilise beaucoup de matières radioactives, bien entendu. En France, on a pas mal de secteurs différents. Ils sont les 6 secteurs différents là sont sur les diapos. Donc les hôpitaux, le nucléaire, les 2 gros, mais aussi la recherche, le recyclage de matière, la sécurité, notamment dans les aéroports, mais aussi aux douanes, et puis tout le côté plus défense, les militaires, etc. Donc en France, on a bâti une stratégie en segmentant un petit peu comme ce qu'on voulait faire. Et puis, s'est posé la question de comment on allait aborder le marché aux États-Unis. Alors, on espérait le faire courant 2020. Il s'est passé un truc en début d'année, tout ça, donc on n'a pas trop pu. Donc, on mise maintenant plutôt sur 2021 pour aller voir aux États-Unis. Mais finalement, il y avait cette segmentation qui était un petit peu à refaire, à savoir quels étaient les secteurs clés qu'on devait viser aux États-Unis. Donc c'est sur cette question-là où on a été accompagné il y a quelques mois par Big Bang Factory pour redéfinir cette priorisation. Donc savoir dans quel bien définir les bocaux où il y a les poissons et puis savoir dans lesquels on allait aller nager. Donc tout le travail qui a été fait, pour le résumer sur cette diapo, c'est ça. Donc la finalité de ce travail qui a été fait sur 3 jours avec 2 jours avec Big Bang Factory, c'est la finalité est très très simple, mais finalement ce qui est intéressant, c'est bien entendu tout le travail qu'il y a eu en amont et de bien définir quelles étaient la taille de ces secteurs-là et quelles étaient leur attractivité. Donc à la fois en termes de taille de marché et puis de facilité à pénétrer ces marchés-là. Et cette répartition est finalement un petit peu, en tout cas l'approche est différente de ce qu'on peut avoir en France, et puis cette attractivité est aussi un petit peu différente de ce qu'on retrouve en France. Donc pour moi c'était un premier point, c'est d'avoir cette approche non pas uniquement avec mon regard, qui est forcément biaisé quelque part, parce que j'ai quelques tics concernant mon marché, mais d'avoir un regard extérieur pour bien le définir. Et puis, pour moi, la prochaine étape se fera
sûrement avec Big Bang Factory aussi dans quelques mois, c'est d'approfondir sur les secteurs qu'on aura choisis. Notamment, si on prend cette simplification graphique du travail, et comment on va aller prendre nos premiers hôpitaux et nos premiers avocats, nos premiers clients aux États-Unis dans ces structures hospitalières. Merci Gaëlle. Désolée, il y a un petit laps le temps que je me reconnecte. Voilà, donc on a passé la partie go-to-market stratégie. Une fois que celle-ci est claire, on peut passer dans cet aspect plus commercial. Et donc là, j'ai 5 minutes pour vous présenter comment on vend aux États-Unis. Donc, je vais me concentrer sur la génération de leads qui souvent est la plus grosse problématique pour les sociétés françaises qui veulent se développer aux États-Unis. Donc, ici, je vous ai mis les 5 types de campagnes de génération de leads qui en général sont les plus efficaces sur le marché américain. Pour ma part, je vais vous parler plus précisément de l'emailing, du social selling et des conférences. Et Philippe, par le biais de son témoignage, vous parlera davantage de tout ce qui est distributeur et SEO, SIA. Alors, la première des choses, c'est l'emailing. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces emailing, ils ont une chance de réussir à partir du moment où vous avez fait le travail amont, d'identifier le segment de marché qui vous intéresse, la buyer persona, donc vous savez les profils de poste qui vous intéressent, et vous avez une idée claire du message qu'il faut envoyer pour répondre aux problématiques de ces clients. Maintenant, dans la manière dont vous allez bâtir vos listes, il faut que vous ayez bien en tête d'avoir des listes équilibrées entre ce qu'on appelle la Dream Team, qui vont être les logos des leaders d'opinion, qui, s'ils achètent votre solution, vont avoir une certaine influence sur le marché et qui parfois sont compliqués à avoir. Ce qu'on appelle les bread and butter, qui vont être peut-être des sociétés moins connues ou des organisations moins connues, plus faciles d'accès, mais auxquelles vous allez peut-être vendre plus rapidement. Et puis, les compelling events, donc c'est de bien comprendre les éléments qui vont déclencher l'acte d'achat chez vos prospects. Donc, par exemple, si vous vendez à des universités prestigieuses américaines et vous savez qu'une a réussi une subvention pour faire de la recherche dans un domaine, ça veut dire que c'est peut-être le moment pour les contacter. Vous pouvez aussi regarder les rapports annuels de certains de vos cibles et regarder s'il y a des projets d'innovation qui sont proches des produits que vous vendez. Donc voilà, mettre une stratégie un peu plus opportuniste de contact de vos prospects. Et bien sûr, il y a les dead ends. Et ça, c'est important que ce soit clair pour vous. Ce sont les sociétés qui ne vous intéressent pas, soit parce qu'elles sont trop petites, trop éloignées géographiquement, etc. Donc, vous les définissez de manière claire, de telle sorte que vous ne perdiez pas du temps à les prospecter. Deuxième approche, le social selling. Donc, nous, personnellement, on utilise beaucoup LinkedIn parce qu'on fait du B2B et que finalement, de nombreux acheteurs sont présents sur LinkedIn. Et ça peut être très efficace pour vendre notamment des produits assez chers, de les contacter directement via la plateforme. Donc, la première chose à travailler, c'est votre profil. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en train de rechercher un emploi en ce moment. Donc, peut-être au lieu d'avoir un CV en ligne, il vaut mieux avoir un mini site internet en ligne sur lequel vous mettez vraiment la proposition de valeur et tous les services que vous pouvez proposer à vos clients. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, je vous conseille aussi d'utiliser des outils tels que Sales Navigator qui vous permettent de manière assez fine d'identifier des contacts qui vont vous intéresser. Et après, à vous de choisir si vous utilisez ces contacts pour les mettre dans vos campagnes d'emailing ou si, au contraire, vous voulez les contacter directement via LinkedIn. Troisième manière, les conférences. Donc là, je vous parle d'un monde pré-Covid en espérant que le monde post-Covid va revenir assez rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, les conférences restent un moyen important de générer des leads ou de convertir des leads, parce que comme le marché est très grand, pour les clients américains, c'est quand même, ils se rendent sur les conférences pour pouvoir très rapidement faire le tour de tous les fournisseurs auxquels ils pourraient faire appel. Avec Alpha RLH, vous avez la chance d'avoir 2 gros événements couverts chaque année.
Un sur la photonique, Photonics West qui est en janvier à San Francisco, et un autre qui est davantage sur les hyperfréquences électroniques, qui a lieu en juin et qui tourne dans différentes villes aux États-Unis. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher de Thomas si vous êtes intéressé. Voilà, maintenant qu'on a parlé de la génération de leads, juste un petit mot sur comment démultiplier vos forces de vente. Souvent, ce qui est compliqué pour les sociétés françaises quand elles vont aux États-Unis, c'est qu'elles vont plus pouvoir vendre par elles-mêmes. Il va falloir qu'elles trouvent un vendeur, qu'elles trouvent un distributeur qui vont faire les ventes à leur place. Et très souvent, comme finalement ces ventes se faisaient un petit peu en interne, de manière, un peu spontanée, il n'y a pas forcément de documentation qui existe, qui permette de former ces vendeurs ou ces distributeurs de manière rapide. Donc, je vous conseille réellement de mettre ça en place. Ça va vous permettre d'accélérer l'onboarding de vos sales, qui est le plus gros coût des développements d'une société. Donc, la première des choses, c'est de mettre en place un playbook. La deuxième, c'est un outil, des outils sales et marketing. Et la troisième, c'est des logiciels qui vont vous permettre d'automatiser tout ça. Donc, le playbook, c'est un document dans lequel vous mettez toutes les stratégies pour réaliser vos ventes. Donc, vous remettez noir sur blanc qui est votre client idéal et la buyer persona. Vous définissez des scores qui vous permettent de définir le temps que le sales doit passer sur ce compte en particulier. Plus il est intéressant, plus c'est justifié qu'il passe du temps. Vous pouvez aussi écrire de manière très précise les cadences de mail, les scripts. Aux États-Unis, tout est autour du process. Et donc, ça peut vous paraître être du détail, mais de savoir qu'il faut contacter la personne plutôt le mardi matin entre 10h et midi. Et ça peut faire la différence sur vos résultats. Et si vous souhaitez prôner une culture de clarté, vous pouvez également mettre le plan de compensation, c'est-à-dire la part variable versus la part fixe par rapport à chaque lead généré par vos sales. La deuxième chose, et c'est ce dont parlait Xavier tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des documents marketing qui fonctionnent sur le marché américain et qui sont adaptés aux attentes de vos clients. Donc effectivement les case studies, donc qui sont une manière de raconter une histoire sur comment vous avez répondu à un besoin d'un client en mettant des indicateurs de performance. Et ça, c'est vraiment là souvent où le bas blesse pour les sociétés françaises. Or, les Américains sont très analytiques et c'est vraiment le genre de données dont ils ont besoin avant de faire un achat, soit pour eux-mêmes, soit pour le justifier auprès de leur direction. Une fois qu'on arrive dans des discussions où il y a des projets où on est face à la concurrence, tout bête, avoir un pricing clair, c'est pas toujours évident pour toutes les entreprises, et des modèles de retour sur investissement. Ça aussi, travaillez-le. Et après, et je reviens sur le point de Xavier, une fois que vous avez vendu, souvent les sociétés françaises n'ont pas de la documentation de onboarding qui soit facilement utilisable, claire, et qui permettent aux clients de rapidement pouvoir utiliser vos solutions. Donc, on revient sur la question de support technique dont parlait Xavier. Voilà. Et enfin, des logiciels qui vous permettent d'automatiser notamment toute la partie prospection, emailing dont je parlais au début. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les outils, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils existent, ils vous permettent de gagner beaucoup de temps pour générer des leads. Donc, je vous conseille de les mettre en place et d'avoir un process très clair pour vraiment être sûr que tout le monde les utilise de la même manière. Donc, voilà pour ma partie à moi de génération de leads. Je passe la main à Philippe qui va vous parler de distribution et de SEO. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Philippe Clémenceau, je suis cofondateur et CEO de Axiom Optics. Et donc, aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour vous parler de comment choisir son distributeur et comment vendre aux États-Unis. Enfin, je vous donnerai un exemple de comment nous vendons aux États-Unis. Donc déjà, je m'excuse pour tous les mots en anglais, français que je vais mélanger. Donc juste pour vous donner un tout petit peu de background, désolé, sur moi-même.
Je suis venu aux États-Unis en 98, donc en 99, pardon, j'ai fait l'école supérieure d'optique, et donc j'ai créé ma première entreprise en 2001 en Californie, qui s'appelle Bossa Nova Technologies. Donc j'étais directeur marketing et vente. Donc Axiom Optics, c'est créé en 2010, et donc c'est un petit peu ma deuxième aventure. Voilà. Donc, nous sommes effectivement un distributeur basé aux États-Unis. Allez, hop, je vais essayer de... Voilà, je change de 1. Donc, à propos d'Axiom Optics, donc en fait, nous sommes une spin-off de l'entreprise Imagine Optique SA, qui est basée à Orsay, et nous avons commencé en 2010. Aujourd'hui, nous avons 6 permanents en vente et marketing. Et donc, nous distribuons de l'instrumentation optique. Nous sommes spécialisés en imagerie, métrologie et caractérisation laser. Voilà. Donc, nous avons un rapport particulier avec les entreprises françaises, puisque nous distribuons 7 entreprises françaises aujourd'hui. Vous connaissez sûrement certains des noms, comme First Light Imaging, New Imaging Technologies, Symétrie. Donc, dernièrement, nous avons signé un accord avec Femtoeasy. Mais nous représentons aussi d'autres entreprises, donc des Allemands. En fait, il n'y en a pas 3, je crois qu'il y en a 5 en fait au final. J'ai fait une erreur, comme Synology, Great Eyes, Optronis et d'autres. 2 entreprises espagnoles et 2 entreprises néerlandaises, voilà, hollandaises. Attendez, hop, voilà. Donc, pourquoi vous auriez besoin d'un distributeur? En fait, le gros avantage du choix d'un distributeur, c'est que vous allez signer un accord avec une entreprise américaine, comme nous, par exemple, et finalement, sans grand investissement, vous pouvez avoir accès au réseau de cette entreprise. Vous avez tout de suite agrandi votre équipe de vente. Et ces gens ne vont être payés que s'ils vendent un de vos produits. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus, on va dire, attrayant pour une entreprise française, c'est qu'il n'y a pas grand investissement, il n'y a pas de recrutement à faire aux États-Unis. Un recrutement, c'est quand même difficile et onéreux. Et donc, si cela marche bien avec ce distributeur, et bien sûr, si cela marche, et il y a beaucoup de conditions pour ça, et c'est justement le sujet de ma présentation, c'est que voilà, vous pouvez avoir accès à une base de clients que vous n'aviez pas. Donc nous, on a une base de clients aux États-Unis maintenant d'entre 5 et 7 000 personnes, par exemple. Cela peut agrandir vos efforts marketing, cela peut aider à votre support technique. Cela peut mitiger certains risques financiers. Au lieu d'avoir 100 clients aux États-Unis avec lesquels il y a des risques que certains des clients ne vous payent pas, ben voilà, vous avez plus que, on va dire, un seul client qui est votre distributeur, et lui, il est bien obligé de vous payer. Donc ensuite, ça offre une assurance aux clients américains. Donc ça, généralement, c'est quand les choses vont mal. S'il y a par exemple un système qui a été vendu qui répond pas aux spécifications, ben voilà, c'est plutôt au distributeur vous allez avoir un problème peut-être avec le distributeur, mais juridiquement, c'est le distributeur qui sera attaqué. Je pense que ça, faut que ce soit clair. En termes de support, c'est mieux aussi d'avoir quelqu'un qui soit sur place pour le client, pour tout ce qui est horaire et tout ça. Et ensuite, voilà, ça vous évite aussi de faire les erreurs culturelles. Donc là, les erreurs culturelles dont je parle, c'est beaucoup plus pour détailler ce genre de choses. C'est, par exemple, ça va être, il y a des clients français qui vont inviter des gens du gouvernement au déjeuner, par exemple, ce qui n'est pas pas normal ici aux États-Unis. Les gens du gouvernement n'ont pas le droit d'aller au restaurant avec vous, parce que, enfin, en tout cas, ils n'ont pas le droit d'être invités et vous n'avez pas le droit de payer leur repas. Ou alors, c'est généralement, je vois ça très couramment avec nos fournisseurs, c'est de poser beaucoup de questions à des clients de la défense ou de la sécurité. Et ça aussi, c'est très mal considéré. Ça met un mur très rapidement culturel. On n'a pas à poser ce genre de questions si on est étranger. Voilà. Excusez-moi, il va falloir que j'apprenne à passer les slides. Donc, comment choisir son distributeur? Donc déjà,
est-ce que vous avez besoin d'un distributeur ou est-ce que vous avez besoin d'un agent? Il y a plein d'entreprises ici qui voudront faire du business avec vous, c'est sûr, mais il y a plein de profils différents. Donc, un agent, ça peut être, par exemple, un retraité qui, finalement, de chez lui, va vous aider à gagner des clients. Et ça peut être une très, très bonne stratégie. Maintenant, ça peut être aussi un peu court terme, puisque s'il est retraité, du jour au lendemain, il peut arrêter aussi. Donc, voilà. Après, vous avez des entreprises qui font de la quantité de devis. Donc, ça dépend vraiment de vos produits. Si vous avez, si vous comptez vendre 10 000 produits à $200, c'est pas la même chose que si vous voulez vendre 200 produits à $10 000. Vous ne pouvez pas avoir affaire au même distributeur dans ces cas-là. Donc, est-ce que vous, vous pouvez très bien, par exemple, avoir affaire avec une société comme Edmund Optics, être sur son catalogue, et là, du coup, vous serez sur tous les catalogues Edmund Optics dans le monde. C'est incroyable, mais quelle est la marge qu'ils vont négocier avec vous? Bon, voilà. Ensuite, est-ce que votre distributeur fait du marketing? Est-ce qu'il fait du support? Est-ce qu'il fait, bien sûr, des ventes? Ça, j'espère, mais marketing et support, il y a beaucoup de distributeurs qui, finalement, n'offrent pas ça. Nous, de notre côté, on est ce qu'on appelle des value-added distributeurs, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire toutes ces choses-là. Voilà. Est-ce que l'expérience du distributeur a quelque chose à voir avec votre business? Si vous faites du laser, essayez de ne pas vous faire revendre par une entreprise qui connaît bien les caméras, par exemple. C'est pas franchement des milieux qui peuvent comme ça cohabiter. Est-ce que le catalogue de votre distributeur est un good match? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Ça, j'entends parler de ça de fournisseurs qui me disent on avait signé avec cette entreprise-là et 2-3 ans après, ça avait l'air bien, 2-3 ans après, ils ont finalement fait leurs propres produits et maintenant ils sont en concurrence. Ces choses-là, faut essayer d'éviter ce genre de problème. Est-ce que le distributeur est bien localisé? Donc là, à vous de connaître aussi quels sont les centres économiques qui sont bons pour vous et de savoir si votre distributeur est près de ces centres-là. Et bien sûr, est-ce que vous allez travailler avec un ou multiples distributeurs? Et là, ça peut être vraiment très difficile, puisque après, ensuite, si vous avez plusieurs distributeurs, ce qui peut très bien être une solution, il faudra les séparer soit en segments de territoire, soit en segments de différents marchés. Peut-être que l'un sera sur la défense, l'un sera sur le scientifique ou le médical. Il va falloir bien gérer ça du côté du supplier pour pas qu'il y ait trop de overlap, on va dire. Voilà, donc les best practices, de mon côté, de notre expérience, nous avons eu des relations qui se sont très bien passées, des relations qui ne se sont pas bien passées. Mais de ce que je ressors, c'est que quand nous vendons très bien et quand nous faisons un très bon travail, c'est généralement là où nous connaissons le produit le mieux. Bon, nous sommes particuliers, je ne dis pas que c'est la solution pour tous les distributeurs, mais vraiment, c'est là où on se sent le mieux. On se sent qu'on a été très bien formé, on se sent presque indépendant, c'est-à-dire qu'on se dit que 95% des questions, on les connaît. Il y a toujours 5%, c'est le fournisseur qui ne pourra pas éviter d'y répondre, ça c'est sûr. Mais aussi, on se sent supporté et on se sent incentivized, je ne sais pas comment vous dites en français, mais c'est-à-dire que plus on vend, plus le fournisseur va nous encourager, va nous donner peut-être des meilleurs deals, il va dire « Ok, pour ce cas-là, je te donne une petite remise ». Ça, c'est vraiment très important de savoir qu'il y a ça derrière. Donc, les choses à faire, c'est avoir un système très établi pour assigner des leads et pour les protéger. Donc, surtout si vous avez de multiples distributeurs, n'essayez pas de vendre directement dans leur zone, par exemple. Ça va absolument casser la relation. Mais ça veut dire que de votre côté, il va falloir manager ça. C'est-à-dire, si vous avez 2 distributeurs, voilà, il va falloir faire la police en disant ce lead est protégé. Ça, c'est très, très important, je pense. Avoir une relation très proche avec votre distributeur, avoir un management journalier, c'est-à-dire moi j'ai du chat avec 4-5 distributeurs, ça n'arrête pas, hein. C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir, des fois c'est la nuit. Il y a des fois, il y a les ventes, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut être à 100% sur un projet et il faut tout faire pour le gagner. Et voilà, s'il y a ce commitment-là du côté du fournisseur, ça va marcher.
Le flot d'informations est très, très important, c'est-à-dire qu'il faut avoir absolument tout à la disposition du fournisseur. Dans notre cas, où les projets sont très techniques, avoir des démos disponibles. Donc ça, il faut avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt encore pour de la distribution. Et bien sûr, ce que j'ai dit, c'est des incentives, des discounts de temps en temps pour faire tomber des projets, des choses comme ça. C'est très important. Voilà, je vais me dépêcher un tout petit peu. Voilà, donc ensuite, les erreurs les plus communes que j'ai vu, c'est de dire, bah voilà, peut-être que votre entreprise n'est pas assez mûre pour avoir un distributeur. Donc, on a eu ce cas-là. On a été présenté une technologie qui nous avait l'air très, très bonne, très intéressante, mais voilà, le supplier ne sait pas où cette technologie peut être utilisée. Et donc, dans ces cas-là, c'est un peu ce que disait Xavier au début, c'est des Go 360. Dans ces cas-là, c'est pas au distributeur de faire ce travail-là. Donc là, il faut pas espérer que le distributeur fasse ça, même si vous avez quelque chose de très beau. Et généralement, c'est le cas de scientifiques qui forment leur entreprise, ils ont quelque chose de magnifique, mais où est-ce que ça peut être utilisé? Bon, on ne sait pas trop. Ben, là, vous n'êtes pas mûr, c'est clair. Ensuite, ne pas trop se lancer avec un distributeur si vous pensez que c'est quelque chose de short term, c'est-à-dire vous mettez avec un distributeur 6 mois et en fait, pour se sortir de cette relation, ça va être compliqué. Généralement, du côté des entreprises françaises, il y a peut-être un manque de conscience sur les marges de vente, sur le sales process. Donc ça, on ressent ça très rapidement. Quand il n'y a pas assez d'expérience chez le fournisseur, finalement, les attentes, c'est généralement de dire sur ce projet, vous n'avez rien fait, donc pas de commission. Oui, mais les ventes, justement, c'est comme ça. Il y a des projets où on ne fait rien et on gagne la vente. Il y a des projets où on fait beaucoup de choses et on ne les gagne pas. Donc, en moyenne, on va dire que c'est normal. Voilà. Ensuite, pour les risques financiers, bon, certains distributeurs veulent appliquer aussi, on va dire, des conditions de paiement drastiques, c'est-à-dire encore plus, comment dire, drastiques que celles qu'ils ont avec leurs clients, ce qui n'est pas quelque chose de bien. Voilà. Ensuite, je dirais, voilà, ne pas manager vos distributeurs, c'est-à-dire ne pas lui donner le temps, ne pas l'entraîner, ne pas lui donner de support. Ça, c'est des choses communes qu'il faut éviter. Et voilà, je vais passer après. Voilà. Donc là, Philippe, là, je pense que tu as encore une minute. Après, on pourra répondre aux questions. D'accord. Une minute. Alors, en une minute, je dirais, voilà comment on vend Axiom Optics. Donc, on a en gros, on a 6 personnes, on a 2 personnes par secteur, microscopie, caméra et métrologie. 30% du temps, c'est sur le voyage. Et ça peut être intéressant pour les entreprises pour savoir que finalement, notre marché est 60% industriel, 40% scientifique. Donc aujourd'hui, avec le Covid, tout ce qui est scientifique a pratiquement disparu, je dirais, enfin en tout cas chez les universités. 50%, c'est du gouvernement, et oui, puisque tout ce qui est National Labs, j'inclus quand même les defense contractors, hein, les Lockheed Martin, les Northrop, on peut dire que c'est du privé, mais finalement, c'est tout financé par le gouvernement. On a 40% de nos ventes, ce sont des clients existants. Notre cycle de vente, c'est de quelques jours à plusieurs années, mais on va dire que pour la plupart, c'est à peu près un cycle de vente de 2 mois. Et donc là, j'ai mis des exemples de clients. Il y a des gros clients, il y a des petits clients, on adresse tout le monde. Voilà. Ici, c'est pour vraiment donner une image de génération de leads. Donc, sur ce graphe, finalement, c'est le montant de vente et d'où viennent les leads. Donc, en E, ce sont les clients existants, 43% de notre business. En T, ça va vous faire une surprise, mais ça, ce sont les trade shows. Donc, finalement, sur nos ventes de l'année, 8% seulement, ce sont des leads qui sont venus sur des trade shows. En I, c'est 30%, ça vient de notre site Internet. Donc, ça, c'est très important. En S, ce sont des leads qui ont été donnés par nos suppliers. Et ensuite, on a peut-être du social media, des choses comme ça, ou des referrals. Donc, en fait, nous, on s'est aperçu très rapidement que Internet, voilà, on n'a pas mis beaucoup d'argent là-dedans et pourtant, c'est là qu'on a le plus de reward. Et donc, on s'est dit, on va changer notre stratégie, faire beaucoup plus de digital marketing. Et finalement, on s'est aussi aperçu avec l'analyse de Google Analytics que 60% de nos leads, c'est une organic search, c'est-à-dire que ça vient du SEO.
Hein, on paye AdWords, on paye des pubs, on fait pas mal de choses, mais finalement, le SEO, c'est là qu'on a le plus de contacts. Et donc, qu'est-ce que le SEO? Bon, nous, on utilise WordPress, on paye des services pour optimiser notre SEO. On a payé un consultant même dans le passé, mais ça n'a pas franchement généré beaucoup d'améliorations. Parce qu'on pense qu'en fait, il y avait un manque de savoir technique du consultant. Et donc, on a embauché quelqu'un qui est dédié au marketing. C'est quelqu'un qui a un master en biomedical engineering. Et cette personne a développé des pages éducationnelles, techniques, et qui sont... voilà, ça a mis beaucoup de temps. Mais grâce à ces choses-là, et avec l'optimisation du SEO, on a pu atteindre les pages 1 de Google sur les produits les plus importants qu'on vend. En gros. Mais c'est effectivement un gros investissement quand même, hein, une personne à embaucher. Voilà, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Oui, non, c'est très intéressant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. On va passer à la partie opération et filiales. Voilà. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions sur les ventes ou sur la stratégie ou d'autres sujets qui vous intéressent. Donc, Baptiste, je te passe la main. Très bien, merci Marie. Bonjour à tous, je suis ravi de rejoindre ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je me présente, je m'appelle Baptiste Dubois, je suis responsable du cabinet en fait du bureau d'expertise comptable Orcom KBB en fait à San Francisco. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est un peu de parler des objectifs, c'est de répondre à vos questions de quand, comment, pourquoi et dans quelles conditions s'implanter aux US. Et donc, on va étudier en fait l'aspect opérationnel, l'aspect légal et l'aspect un peu commercial. Très rapidement, pour présenter le cabinet Orcom KBB, on a un cabinet qui accompagne les entreprises francophones en fait sur le marché des États-Unis. On a des bureaux, nous avons des bureaux en fait à Boston, San Francisco et New York, et nous fournissons des services d'expertise comptable comme vous pouvez l'avoir en France, donc gestion de votre comptabilité, de votre fiscalité, mais également en fait, on fait du support opérationnel sur tous vos besoins de gestion opérationnelle, administrative. Donc, gestion de vos facturations, gestion de vos paiements et accompagnement sur différents autres sujets administratifs. Aujourd'hui, le but de la présentation, donc une des premières questions que je voulais un peu vous aider à répondre, c'était à quel moment venir aux US. Et en fait, cette question-là, elle a des répercussions autant légales, fiscales que commerciales et opérationnelles. D'un point de vue légal et fiscal, en fait, il faut venir aux US à partir du moment où en fait, vous avez en fait, ce qu'on appelle un établissement stable, un permanent establishment, et c'est-à-dire une installation fixe d'affaires. C'est-à-dire que vous allez avoir une obligation légale et fiscale de créer une filiale aux US à partir du moment où vous avez une certaine présence significative sur le territoire américain. À partir du moment où vous allez avoir un certain nombre de ventes, un certain nombre d'inventaires, ou alors vous qui venez sur le territoire américain pour faire des ventes, ça va déclencer une création de société de fait, en fait, et donc une obligation de commencer à payer des taxes, à se déclarer aux US. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, créer une société aux US va être important pour protéger et pour faire barrière, en fait, pour protéger votre structure française de tous les problèmes de responsabilité civile, de tous les problèmes de responsabilité, même auprès des associés. Donc, c'est un peu le premier point. Venez aux US à partir du moment où vous avez une notion de permanent establishment. Après, c'est pas la seule condition. Il y a une notion que je voulais aborder, c'est la notion de opportunity cost, le coût d'opportunité. En fait, venir aux US, c'est vous offrir l'opportunité d'accéder à un marché qui est très très important. Le marché du B2C, de B2B aux US est le marché le plus important au monde. Le marché du B2C est également en fait un des plus importants et un des plus dynamiques. Et en fait, vous implanter aux US, ça va vous ouvrir tout ce marché et ça va envoyer un signe culturel en fait, un signe assez fort commercial auprès de vos différents prestataires que vous n'êtes pas une société franco-française, mais vous êtes une société également en dimension internationale qui a une présence légale aux US et donc en capacité de répondre à leurs besoins. Les Américains, ils ont assez peur d'avoir des transactions avec des sociétés étrangères pour des raisons de compliance légale et fiscale. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est aujourd'hui, si vous avez une filiale aux US, ça va faciliter vos échanges commerciaux avec vos différents prospects et clients. Après, c'est pas dire qu'il faut venir aux US coûte que coûte et dans n'importe quelle condition. Généralement, il faut quand même essayer de valider avant certains éléments et notamment, en fait, il faut une validation de votre marché et de votre potentiel de marché.
à travers une base de clients qui sont déjà présents aux US, ou alors de prospects qui ont des demandes très intensives en fait sur votre produit. On a l'exemple de plusieurs clients. Je pense à un de nos clients qui s'appelle Spartan, qui a changé de nom récemment et qui distribue aux US, qui a décidé de venir aux US et après maintenant 1 an, après avoir constaté que 60-70% de ses ventes venaient des US. Et donc, la pertinence d'être sur le marché américain était extrêmement forte, quoi, pour être le plus près de ses clients. Il y avait aussi une raison de levée de fonds, en fait, où tout ce qui est, en fait, l'écosystème des venture capital est beaucoup plus alerte à des notions de marque ou de produits de sociétés dans le retail que des VC français. Et donc, lui, il est venu aux US donc pour des raisons de market validation, son marché qui était ici, mais également pour des raisons en fait d'écosystème en temps de financement qui était très important. Le deuxième point, c'est venir aux US également quand c'est nécessaire. Alors, c'est pas toujours nécessaire, mais il y a certains cas où c'est nécessaire, et notamment quand vous avez besoin d'avoir un compte en banque. Donc, c'est possible que un de vos prospects ou un de vos clients vous demande votre compte en banque américain. Il va pas vouloir faire des virements sur votre compte en banque français pour des raisons légales fiscales, comme j'expliquais avant. Donc, il va y avoir une obligation de créer une filiale. Et il y a un exemple qui est un autre exemple, qui est un de nos clients qui fait des instruments de mesure scientifiques, qui a eu l'obligation finalement pas l'obligation, mais qui s'est implanté aux US pour des raisons en fait de demande de son client. Il travaille en fait avec un client gouvernemental, et donc pour entrer dans l'appel d'offres, il fallait avoir une filiale aux US. Et donc c'est une des raisons pourquoi il l'a fait également. Voilà, autre point dans When to Move in the US, on va aborder vite fait le point de funding. Donc comme je disais, c'est très important je répète beaucoup business, mais le point qui est important, c'est complete your funding before. Donc assurez-vous d'avoir levé vos fonds avant, ou d'avoir enfin des fonds alloués pour votre opportunité aux US. Il y a un coût, il faut le prendre en compte. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Deuxième étape, ça va être comment on vient aux US. Donc, de quelle manière, avec quelle structure légale, et comment on le fait de manière pratique. Aujourd'hui, en fait, le premier outil qu'on conseille aux entreprises françaises qui veulent s'implanter aux US, c'est la création d'une C Corporation. La C Corporation, c'est la structure légale qui est similaire aujourd'hui à une SA ou SAS en France. C'est une structure la plus adaptée pour les filiales françaises qui veulent s'implanter aux US. Généralement, on l'incorpore au Delaware, qui est un État américain qui est finalement un État qui est très ouvert aux sociétés et qui apporte beaucoup de flexibilité d'un point de vue légal, mais également fiscal. Et cette création de cette C Corporation, elle va vous permettre d'ouvrir un compte en banque et donc de commencer à pouvoir recevoir des transactions auprès de vos prospects et de vos clients. Le deuxième point, donc, having a presence in the US, donc avoir une présence aux US, ça va se présenter de différentes manières, soit à travers un bureau physique, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Il y a une possibilité aussi d'avoir juste un service de domination et donc une adresse avec un numéro de téléphone qui va vous permettre en fait d'envoyer un signal au marché que vous avez une présence aux US sans être physiquement présent sur le territoire américain. Donc ça peut être quelque chose qui est très important pour vous de déjà en fait au départ, sans avoir un bureau, avoir une domiciliation pour montrer au marché américain que vous êtes une société internationale. Un point que je voulais aborder, c'est que voilà, avoir une présence aux US, il y a un aspect culturel à avoir, et il faut pas le sous-estimer. Et donc, il faut s'assurer que toute votre partie opérationnelle, site web, sont bien traduits, qu'il n'y a pas de franglais, et que votre site internet est bien traduit et bien préparé. Le troisième point que je voulais aborder, c'est adapt your business, product and services. Donc, adapter vos produits, adapter vos services et adapter aussi vos modèles de management par rapport à votre arrivée sur le territoire américain. Les Américains ne sont pas des Français et ne sont pas des Européens non plus. Les pratiques qu'on appelle les business practices, donc tous les usages en fait professionnels sont différents et il faut les prendre en compte. Un Américain va demander une grande réactivité tout au cours de votre transaction, en fait, de votre relation avec eux. Il va avoir besoin d'une très grande réactivité. Les notions également de réunion, c'est des choses basiques, mais on n'aborde pas une réunion aux US comme on aborde une réunion en France. Aux US, c'est straight to the point, on ne perd pas de temps et on va vraiment droit au but. Et un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est voilà, dans l'étape comment on bouge aux US, comment on arrive aux US. Il y a une étape de visa. Et là, il y a 4 visas principaux. Le visa E2, qui est un visa en fait, d'investisseurs, et un visa pour les exécutifs.
qui est le visa en fait qui vous offre une opportunité de travailler sur le marché américain pendant 24 mois. Donc c'est le visa le plus intéressant. Il y a d'autres visas, le visa B1, B2, qui sont assez pertinents au départ quand vous lancez aux US, qui sont des visas de prospection en fait. Des visas L1 qui sont des visas de transfert de salariés et les visas G1 qui sont le principe de VIE en fait. Je voudrais apporter juste un petit point là-dessus sur les visas B1, B2 qui sont vraiment pour moi des visas qui sont assez importants à mettre en place au départ pour faire la prospection. Vous ne pouvez pas arriver sur le territoire américain avec les visas ESTA qui sont les visas en fait qui sont pas un visa mais qui sont des autorisations de voyage. Vous ne pouvez pas arriver sous ce type de visa pour travailler aux US. Donc ce serait bien de préparer avant de venir ici, d'avoir un visa B1-2 pour faire la prospection. Troisième point, je vais aborder très vite fait le système de fiscalité aux US. Donc, il y a 3 niveaux. Baptiste, désolé de te couper, mais il te reste 2 minutes. Il est déjà... Ouais, bien sûr. Donc, ensuite, au niveau de la fiscalité, il y a 3 niveaux de fiscalité que je voudrais discuter rapidement avec vous. Les corporate income tax, les payroll tax et les sales tax, qui sont respectivement en fait les taxes sur les sociétés, les taxes sur les payroll et l'équivalent de TVA. Très rapidement, la notion de corporate tax, qui est donc les taxes sur les sociétés, il y a 3 niveaux d'imposition, un niveau fédéral, un niveau étatique et un niveau de la ville. Vous ne payez pas les impôts au niveau de l'État et au niveau de la ville systématiquement. En fait, il y a un coefficient d'allocation de vos revenus dans les États. Donc, faut pas vous inquiéter. Vous payerez toujours le fédéral, mais au niveau des États et des villes, c'est un coefficient d'allocation qui se base en fait sous une définition de nexus que on va pas aborder tout de suite, mais qu'on pourra discuter plus tard. Au niveau de la sales tax, qui est un sujet assez intéressant, qui est en fait l'équivalent de la TVA aux US, c'est un mécanisme aujourd'hui qui est différent de la TVA dans le sens où il n'y a pas un système de TVA collectée déductible. La sales tax, c'est en fait une taxe qu'on facture sur les ventes au final customer, à l'utilisateur final en fait. Cette sales tax, elle ne s'applique pas sur les services et très peu sur les softwares. Elle a un taux entre 0 et 10% et en fait, elle a une notion de territorialité en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas facturé de la sales tax à tous vos clients, vous voulez la facturer en fonction de votre état d'incorporation, et votre état de localisation de votre business. Je pourrais aborder ça un peu plus tard également. Et donc voilà, un autre point que je voulais aborder vite fait, le human resource. Donc quand vous allez faire votre business plan, vous allez avoir des questions, c'est quel est le coût d'un employé sur le territoire américain, combien ça me coûte. Aujourd'hui, un employé si vous embauchez un employé américain, il faut prendre en compte en fait un coût d'à peu près de 10-12% du salaire brut pour vous. Donc assez éloigné de ce qu'on a en référence en France. Faut savoir, par contre, ça n'inclut pas tout ce qui est assurance santé et chômage. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Les contrats de travail, ils sont at will, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est la volonté de chacun. Il n'y a pas de contrat de travail comme en France. On se serre la main, on a une lettre d'embauche et on établit la relation en fait avec l'employé de cette manière. Et voilà. Je vous laisserai voir les slides vous-même un peu plus tard. Donc voilà, les steps pour créer une société. Ensuite, j'aborde un peu la timeline. Donc, créer une structure juridique aux US avec un compte en banque, il faut compter à peu près 3 jours à 1 semaine. Et ensuite, il y a toute l'activité vraiment opérationnelle qui va prendre un peu plus de temps. Donc, trouver des bureaux, embaucher des employés, etc. etc. Et les coûts, bon, je vous laisserai voir. C'est un peu du cas par cas. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, je vais laisser Marie reprendre le dessus. Je crois que j'ai passé mon temps et on va répondre aux questions et à vos différentes demandes par la suite. Merci, désolé c'est très riche. En fait, on veut vous expliquer comment on vient aux États-Unis en moins d'1 heure en traitant tous les aspects. Donc, forcément, c'est un petit peu dense. Mais on veut quand même vous laisser un petit peu de temps pour poser vos questions. Donc, Thomas, je te laisse en la main. Effectivement, hein, le webinaire a été très riche. Alors, d'un point de vue pratique, déjà, vous pouvez télécharger la présentation. Vous allez dans le tableau de bord, vous allez en haut à droite dans le tableau d'événements. Ensuite, dans Fichier partagé, et là, vous trouverez la présentation du jour. Deuxièmement, dès demain, nous mettrons en ligne le webinaire. Ça vous permettra à tête reposée de revoir les éléments et de mieux les ingérer peut-être. Alors, on est un peu en retard. On va quand même prendre le temps de quelques questions. Je vais devoir en sélectionner quelques-unes parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout. Allez, je vais prendre celle-ci, publier celle-ci peut-être en premier. Allez. Est-ce que ça marche? Première question, donc,
comment savoir à quel moment l'entreprise est prête pour le marché américain? Alors oui, c'est un vrai sujet. Vu de ma fenêtre, moi, Alpha RLH, quand on est dans un environnement, enfin dans un écosystème comme ça, high-tech, électronique, photonique, c'est certainement pas le marché intérieur français qui va permettre d'assurer le chiffre d'affaires. Nos membres exportent à 80%, donc il faut vite, quand on est dans notre écosystème, se poser la question de l'export. Marie, ta vision sur le sujet? Oui, je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Effectivement, nous, on pense que c'est pas du tout une question de il faut commencer d'abord en France et quand tu es mûr et quand tu fais un chiffre d'affaires, etc. À ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir au marché américain. On est dans des marchés qui sont mondiaux et si on attend trop, ça risque d'être trop tard. Donc nous, on pense vraiment que c'est une histoire de dynamique de marché. Si vous pensez que le marché est plus dynamique aux États-Unis qu'en France, ça veut dire qu'il faut y aller très très vite avant qu'il y ait des concurrents justement qui prennent toutes ces parts de marché, que ça devienne trop compliqué pour vous d'y aller. Après, concrètement, comment on fait ça? On applique notre stratégie, notre go-to-market stratégie dont on vous a parlé, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier le segment de marché qui paraît le plus intéressant et très vite, on va valider. On parle avec 15, 20 clients potentiels et on leur demande s'ils sont intéressés par la solution. Et c'est en fonction des retours clients qu'on voit si c'est le bon moment de s'engager ou si au contraire, on peut attendre un petit peu. Merci Marie. Deuxième question. Alors, les timings, quels sont les timings réalistes pour les différents types de lancements aux USA, distribution, implantation? Alors, il me semble que sur le slide, un des slides de Big Bang Factory, on voit à peu près ces timings-là, tels qu'ils étaient proposés. Peut-être qu'on peut revenir sur ce slide, Marie? Alors, attends. Je ne sais pas comment on revient. Voilà, on y va. Je vais le remettre ici. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est des temps estimés. Bien sûr, ça peut varier, mais en général, une go-to-market, il nous faut peut-être, on peut la faire en 2 mois s'il n'y a pas beaucoup de segments de marché à identifier, jusqu'à 5 mois si là, c'est vraiment complexe et vous avez une technologie qui est très, très horizontale et du coup, il y a quand même pas mal de validations à réaliser. Après, la Customer Validation, on a mis 6-12 mois. C'est le temps pour voir si vous arrivez à rentrer des premiers clients. Après, ne pensez pas que vous allez être profitable en 6 mois. Enfin, ça, je pense que c'est pas réaliste. Et comme le disait Philippe, quand vous démarrez sur le marché américain, en général, c'est une démarche plutôt long terme. Il faut se donner bien 12-24 mois avant de décider de continuer ou d'arrêter. Et après, la phase opérationnelle, bon, là, c'est ce que disait Baptiste, créer sa filiale, c'est pas compliqué. Ça prend une semaine. Là, on vient d'en créer une en France. On a vu la différence. C'est beaucoup plus contraignant. Aux États-Unis, c'est très simple. Il suffit juste, bien entendu, d'avoir tous les outils, surtout juridiques, qui permettent de vous protéger et de ne pas prendre de risques à ce niveau-là. Allez, on va prendre une toute dernière question qui est d'actualité. De quelle manière la crise actuelle impacte la dynamique du business aux US? Alors, je crois que Philippe a donné tout à l'heure un exemple, c'est que les ventes à destination du scientifique, par exemple, sont gelées actuellement plutôt sur la sphère US. Marie, pareil, ton sentiment sur ce sujet-là? Effectivement, c'est un peu comme en France, ça dépend, et c'est là où c'est d'autant plus important de bien choisir son segment de marché en prenant en compte l'impact du Covid. Donc, nous, on travaille avec des clients qui sont sur la formation à distance et eux, ça booste fort pour eux en ce moment. Ou tout ce qui est outils de collaboration. Il y a eu aussi un impact sur tout ce qui est technologie médicale autour du Covid. Après, bien entendu, si vous êtes sur des marchés plus scientifiques, recherche, sur le retail, c'est plus compliqué. Donc voilà, faut bien choisir son segment de marché. Et la deuxième chose, c'est renforcer encore sa culture de la vente à distance. Donc mettre en place. Alors aux États-Unis, on vendait déjà beaucoup plus à distance qu'en France, mais là c'est encore plus marqué. Et avoir des process vraiment bien établis qui vous permettent de réaliser, de compenser le manque de rencontres physiques avec vos clients. Merci Marie. Je pense qu'il est temps de conclure ce webinaire. Alors,
Voilà, comme vous le voyez sur ce slide, n'hésitez pas à revenir donc vers moi pour le pôle, vers Marie pour Big Bang Factory. Nous sommes à votre écoute pour un premier niveau de discussion à votre service. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Thomas, merci tout le monde.